C'est un plaisir pour moi, mesdames, messieurs, de vous retrouver pour ce 13h dont voici le sommaire. Journée d'orientation et d'information. La NPE accompagne élèves et étudiants dans le choix de leur avenir professionnel. Le point de l'étape de la ville d'Adjara dans le département de Lomé à suivre. Stabilisation du fleuve Mono, les ouvrages d'aménagement de la berge sud à Gbekon officiellement réceptionnés. Une étape importante qui va favoriser l'accessibilité au site du 10 janvier à Avlo, mais aussi la résilience des communautés à la base. Et puis en sport, on parlera des Guépards et de leur dernière chance pour rester dans la course pour le Mondial 2026. Une qualification qui passe par 2 matchs à l'allure de 2 finales à jouer dans un mois. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ouvrons ce journal avec la notion de la grâce présidentielle. Cet acte régalien d'une portée symbolique et juridique majeure, mais doit-elle pour autant être systématiquement accordée, en particulier lorsque l'affaire revêt une dimension politique? Le président Patrice Talon, en rupture avec certaines pratiques passées, marque sa position par la retenue. Selon lui, il faudrait bien étudier les circonstances avant de prendre une telle décision. Écoutons le chef de l'État. Vous m'avez prié d'avoir une attitude de paix à l'endroit de ceux qui sont encore en détention pour telle ou telle chose et que c'est une attente. Je crois que vous parlez notamment de ceux qui sont en détention pour des faits qui sont commis, même si c'est de droit commun, qui sont commis dans le champ politique, ou des gens qui ont une casquette politique et dont la détention s'apparente à une détention politique. Vous n'avez pas tort, parce qu'il y a des détentions qui sont politiques, même si les faits sont condamnables dans le droit commun. Quelqu'un qui fait de la violence à l'occasion d'une revendication politique peut être condamné pour la violence, mais c'est commis dans le champ politique. Donc, effectivement, il faut pouvoir, à un moment donné, si on est capable de faire la part des choses entre les faits de droit commun, mais qui sont commis par des acteurs politiques ou commis dans le champ politique. C'est toute la difficulté. Et en termes de faits politiques purs, le choix de montrer de la magnanimité n'est pas toujours facile. Ce choix n'est pas toujours facile. Et je l'ai déjà exprimé une fois, je vais le dire à nouveau de manière très sincère. Vous savez très bien que je ne suis pas de nature à ne pas susciter de l'amitié, de l'amour, de l'admiration. Tout homme bien constitué veut bien aussi susciter de son interlocuteur ou de ceux qui le regardent, ceux qui sont en face de lui, de l'admiration, de l'affect. Or, pardonner est quelque chose qui concourt à votre propre satisfaction. Aussi, quand on pardonne, on fait du bien ce qu'on pardonne, mais on suscite chez l'autre également une certaine satisfaction à son propre compte. Donc, ça, le pardon a 2 intérêts. Ça sert celui qu'on a pardonné, mais ça sert soi-même aussi. Donc je suis sensible à cela. Mais si j'ai déjà eu à gracier, j'espère que beaucoup vous n'avez pas oublié qu'il y a déjà eu des mesures de grâce dans ce champ, pour faire commune dans le champ politique. Mais est-ce qu'il faut systématiquement gracier toutes les fois qu'un délit est commis dans le champ politique? C'est toute la difficulté, la question. C'est parce que je veux qu'on m'embrasse, je veux qu'on m'aime, je veux qu'on m'applaudisse. Parce que j'ai aussi un intérêt à le faire, que je dois le faire de manière systématique. Parce que j'ai aussi à cœur de faire établir, de contribuer à l'établissement au Bénin d'un ordre conséquent. On peut revendiquer, on peut faire la politique, on peut contester,
sans enfreindre à la loi, aux règles, sans mettre en cause le bien-être d'autres personnes, sans mettre en cause le bon vivre ensemble. Et quand on observe que dans notre cheminement politique démocratique, les délits qui sont commis dans le champ politique sont systématiquement associés à la vie, l'action, la compétition politique, et tout le monde attend toujours que ce soit pardonné, soit gracié, sur l'autel de la paix politique, sur l'autel de la hausse politique. Si on le fait de manière systématique, tout le temps, est-ce que c'est bien? Est-ce que nous allons construire une société responsable? Mais c'est comme un acteur politique qui détourne les fonds publics. Parce qu'il a un cassette politique, est-ce qu'il faut systématiquement le gracier? Quelqu'un qui a volé les ressources d'une mairie, mais qui est un leader politique. Et il a établi qu'il a fait ça. Alors, qui il faut gracier systématiquement? Qui ne doit pas être gracié de manière systématique et de manière récurrente? Parce que c'est un mauvais signal aussi qu'on donne dans l'assainissement de la vie publique. C'est à ça que je suis confronté. Et comme j'ai choisi de faire des réformes courageuses, j'ai choisi d'instaurer un nouvel ordre en termes de comportement, en termes de reddition de comptes, en termes de chacun doit répondre de ce qu'il fait. Est-ce que, pour mon égoïsme, parce que je veux paraître bien, je veux quand on me dit pardon, je dis oui, mon fils vient, pardon, je sais faire, c'est fait. Est-ce que je dois donc systématiquement accéder à ça? Systématiquement. C'est pour dire que je vous comprends. Puis quand je prends acte de ce que vous avez dit, que je verrai ce qu'il faut faire, où et comment. Mais c'est surtout pour dire que je n'accéderai pas à cet appel de manière automatique non plus, et qu'il faut systématiquement, parce que je veux partir. Parce que mon mandat finit, après moi le chaos. C'est aussi ça. Si je ne sais pas faire, le sens. Moi, j'ai instauré un certain ordre, une certaine responsabilité pendant mes mandats. En partant, je remets les compteurs à zéro pour dire on peut continuer comme on faisait. C'est pas bien. Je ne vais pas dire, même si le prochain qui viendra n'est pas quelqu'un, n'est pas mon ami, mais on l'a identifié parce qu'il est bon, il peut diriger le pays, je ne vais pas lui laisser un ordre à nouveau remis en cause, à nouveau chaotique, où tout le monde fait ce qu'il veut sans rendre compte. Donc, comptez sur moi pour tenir compte de l'intérêt général, de l'instauration d'un environnement responsable, mais en même temps aussi d'humanisme. Comptez sur moi et je ferai ce qu'il est possible de faire sans que ça ne compromette notre élan nouveau qui fait beaucoup de bien au Bénin. Après la grâce présidentielle, le chef de l'État a également abordé la question de la place de la formation technique et professionnelle dans le processus de développement d'un pays. Et pour ce dernier, la formation technique et professionnelle doit occuper une place primordiale. Suivons les explications du président Patrice Talon. La formation technique professionnelle devrait être le premier investissement des États, des gouvernants. Quand nous sommes arrivés en 2016, on a fait des débats budgétaires. Faut-il consacrer tout de suite un grand nombre à la formation technique professionnelle au détriment de l'eau, au détriment de l'électricité, au détriment des routes, au détriment des marchés ou au détriment des stades? Les débats ont été longs, monsieur le ministre d'État, difficiles. Et nous avons dit qu'il faut faire tout un peu, un peu. C'est notre choix, n'est-ce pas? Il faut faire tout un peu, un peu. Mais on aurait pu dire qu'on va faire fondamentalement d'abord la formation technique professionnelle et les autres très peu, très peu, très peu, très peu.
Mais le pouvoir est politique. Et les électeurs, parfois, donnent le signal de l'urgence. C'est eux qui déterminent ce qui est urgent pour eux. Mais quand vous faites le tour dans le pays, vous regardez l'ensemble des requêtes. Vous voyez, donnons de l'eau en urgence, donnons de l'électricité en urgence, donnons des routes en urgence. Nous n'avons pas réussi à mettre en œuvre notre politique de formation technique professionnelle ambitieuse avant la fin du mandat. Mais la bonne nouvelle, même si je suis malheureux de ne pas voir ça pendant que je suis dans la charge, mais la bonne nouvelle, c'est que désormais, tout est prêt. Et vous avez dû voir qu'on a commencé à lancer les appels d'offres. Construire une soixantaine, la phase 1, c'était au début, on avait dit une centaine. Puis les coûts, les prix sont envolés complètement. Nous avons mobilisé des ressources, nous avons fait des études, et nous étions partis pour une centaine d'écoles techniques professionnelles, en passant par le secteur agricole, qui était un volet important, la formation industrielle, en mécanique, en hydraulique, en électricité, en Internet, numérique globalement, dans tous les domaines. Nous avons identifié, fait les études et nous avons les financements disponibles. Ce que vous n'avez pas fait il y a 5 ans, vous le faites aujourd'hui, le prix est doublé déjà. Quand on a réajusté le montant que nous avons par rapport, on est revenu à une soixantaine. Donc, c'est une soixantaine d'écoles techniques professionnelles qui sera construite, équipée, mise en œuvre. Les gens ont commencé la formation. Les entreprises, les appels d'offres sont en cours, d'autres vont suivre. Dans environ 3, 6 mois, 9 mois, vous verrez toutes les écoles qui sont programmées commencer à être construites. L'action est dynamique. Le temps parfois nous fait défaut, mais la volonté est là. Les ressources sont mobilisées, les études sont faites et consorts, et la formation technique professionnelle, qui est ma frustration essentielle, sera une réalité dans les 18 mois, 2 ans, de sorte que la phase 2 qui va commencer en 2028 et nous permettre de passer à la vitesse supérieure pour que, en 2035 environ, notre souhait, on n'avait pas le 2030, mais ce sera 2035, peut-être un peu plus, sur 10 Béninois qui vont sortir du système scolaire, soit un niveau moyen ou niveau supérieur. Quand on fait les statistiques de ceux qui vont sortir du système scolaire, 7 Béninois sur 10 soient formés au métier. Si nous le faisons, nous réussissons à le faire, dans 20 ans, je vous dis, dans 20-25 ans, le Bénin sera un pays développé. Et ça, vous comprenez pourquoi je prie. Dieu de me donner une longue vie. J'aimerais voir ça de mes yeux. Mais longue vie, ce n'est pas vivre 100 ans. Hein. Si je suis là encore pour 7, 8 ans, 9 ans, c'est suffisant. Je verrai que les enfants au Bénin, on demande à quelqu'un, tu as fait quoi? J'ai fait la mécanique, j'ai fait l'électricité, j'ai fait l'électronique. J'ai fait de la chimie moléculaire, mais je travaille près d'un laboratoire, j'ai fait de la recherche et consort. Tel va dire, mais oui, moi, je fabrique des ventilateurs. Tel va me dire, mais je fabrique des grilles. On aura besoin d'importer des chaussures au Bénin. Nous en faisons déjà. Mais demain, peut-être que ce sera 10 ou 20 ou 30, 40 ateliers. Et nous allons envoyer des chaussures en Chine, en Italie, en France, en Côte d'Ivoire. Les lunettes. Au lieu d'importer les verres médicaux, correcteurs, peut-être qu'on va les faire ici, nous-mêmes, directement. Pourquoi pas? Ce n'est pas des choses qui sont compliquées. Une petite formation, un peu de moyens, et c'est faisable. Il y a tellement de choses à faire quand on a de la formation, de la compétence, que le développement après paraît facile. Si nous le faisons, nous allons structurellement vaincre cette fatalité qui semble caractériser l'Afrique où on n'arrive pas à se développer. C'est tout, c'est simple.
La formation technique et professionnelle, un axe fort donc pour le chef de l'État, et cette vision prend forme à travers justement la journée d'orientation d'information de l'élève et de l'étudiant Joie. C'est une initiative de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, qui se veut un véritable carrefour d'inspiration et de conseils pour les jeunes béninois. Le point de l'étape d'Adjara dans le département de l'Ouémé avec Yves-Patrick Loco et Michel Aigué. Joie est un programme organisé à travers plusieurs villes afin de mieux accompagner la jeunesse béninoise dans ses choix d'orientation scolaire et professionnelle. L'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, a fait une halte à la Maison des jeunes d'Adjara pour la tenue de cette séance dénommée Journée d'orientation et d'information de l'élève et de l'étudiant. Il est de notre devoir de pouvoir, pour prévenir le chômage, de dire aux jeunes comment faire un bon choix pour réussir son insertion sur le marché de l'emploi. Et c'est cette question essentielle que nous sommes venus discuter aujourd'hui avec les différents panélistes que nous avons choisis à dessein. Et ces échanges ont été très fructueux. Les questions pertinentes des jeunes nous ont permis d'approfondir certains secteurs. Et la grande expérience des panélistes nous a permis aujourd'hui d'avoir une séance que je trouve une séance très fructueuse pour le bonheur des jeunes d'Adjara et des alentours. Mais il faut vraiment profiter de cette effervescence aujourd'hui pour que vous les jeunes sachiez que le Bénin est riche. Ce qui nous manque, c'est la capacité de comprendre, de saisir ces possibilités qui existent une part. Et vraiment pas la formation, pas l'organisation, pour vraiment permettre de canaliser toutes ces possibilités pour créer des biens et services qui correspondent à nos besoins et désirs. Un panel face aux jeunes de la cité des Tambours. Il comprend le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, le frère Godfrey Nzamudjo, entrepreneur agricole, ou encore une jeune décoratrice et organisatrice d'événementiel qui s'est reconvertie après des études en droit. Témoignages, échanges interactifs et conseils personnalisés ont meublé la journée. Cette séance d'orientation est très riche. Et ça va beaucoup aider ceux qui ont eu nouvellement le bac. Ça nous a permis, nous les nouveaux bacheliers, de savoir nous orienter. C'est une journée formidable parce que je ne m'orientais pas finalement pour les choix. J'étais troublé dans la tête par rapport au choix de filière. Mais bon, cette séance m'a tellement apporté. Place à la passion, aux aptitudes et à la réalité du terrain. Et je vous l'annonçais dans les titres, les ouvrages d'aménagement et de stabilisation de la berge sud du fleuve Mono à Gbekon, officiellement réceptionnés hier mardi, ce qui marque une étape importante pour l'amélioration de l'accessibilité au site du 10 janvier à Avlo et pour la résilience des communautés locales. Victorine Bondé, Bernol Djogui. Une joie débordante. C'est l'expression de ces chants et danses de l'ère culturelle à Diatado. Ils sont exécutés pour témoigner un soulagement. Les ouvrages d'aménagement et de stabilisation de la berge sud du fleuve Mono achevés et réceptionnés. Nous avons la stabilisation de la berge par un double tapis en enrochement, un tapis inférieur et un tapis supérieur. Nous avons réalisé la consolidation de la protection de la berge par du génie végétal composé de 3 espèces principales. La réhabilitation sur 8,5 km de la piste Grand Popo Gbekon à Vlo, assortie d'un parking pouvant accueillir plus de 50 véhicules au point terminal de la piste. L'aménagement d'environ 500 mètres de bretelles pour faciliter l'accès à la maternité d'Avlo, de même qu'au CEG qui se trouve sur la route. Nous avons procédé également à la rénovation de ce site sur lequel nous sommes en ce moment, le site emblématique de la place du 10 janvier. Nous avons en outre procédé à l'installation de 14 lampadaires pour apporter un peu plus de lumière à la commune.
Un projet qui vise à protéger les populations riveraines contre les effets de l'érosion fluviale et à promouvoir un développement durable dans la zone. Les travaux que nous livrons aujourd'hui, bien que techniques, traduisent un impact tangible à travers une sécurité accrue pour le bien et les personnes et la préservation d'un patrimoine naturel et culturel inestimable. Depuis plusieurs années, les berges du fleuve Mono sont soumises à une forte érosion, à la fois marine et fluviale, au niveau du village Bécon en général et de la Plate du 10 janvier en particulier. J'ai été informé un mardi, autour de 20 heures, de cette situation critique et de la nécessité d'intervenir en toute urgence. La décision, à partir de l'heure où j'ai eu l'information, n'a pas fait 24 heures. C'est la marque de la gouvernance du président Talon et je voudrais vraiment rendre témoignage de ce fait qui m'a profondément marqué. J'ai pris fonction le 3 juin 2021, à un moment fort où l'inondation frappait durement tout le département. Monsieur le ministre, avec le dispositif opérationnel que vous avez mis en place depuis ce moment, le Mono n'a plus jamais connu d'inondation. Je suis profondément reconnaissant. Merci au chef de l'État pour tous les investissements, notamment le dragage du lac Aimé-Sèche-Chevaux, la sécurisation de la berge lagunaire et ce que nous recevons également aujourd'hui. La coupure du ruban et une prière de bénédiction du chef des cultes vaudous de Grand Popo ont immortalisé la remise officielle de ces ouvrages à la mairie de Grand Popo. L'Église du christianisme céleste se prépare pour le 40e anniversaire du souvenir de la vie de son fondateur. Elle a procédé ce week-end à son siège mondial à Porto Novo à l'installation des membres du comité d'organisation des festivités. Reportage Viti Sarouhe, Michel Elegbe. Du 13 au 19 octobre 2025, l'Église du christianisme céleste marquera d'un cachet spécial le 40e anniversaire de décès du prophète pasteur fondateur Samuel Bileu Joseph Oshofa. Une commémoration est prévue à cet effet. L'organisation est confiée à un comité technique officiellement installé à cette rencontre. Cette commémoration revêt une importance capitale pour notre communauté mondiale, car elle nous offre l'opportunité unique de témoigner publiquement de la grandeur de l'œuvre accomplie et de transmettre cet héritage précieux aux générations futures. La mission qui vous est confiée aujourd'hui n'est pas ordinaire. Vous porterez sur vos épaules la responsabilité d'organiser des commémorations dignes de la stature spirituelle de notre prophète pasteur fondateur. Un tissu est pris à l'occasion de cet événement. Des activités spirituelles et culturelles ainsi qu'un colloque scientifique international sur la vie et l'œuvre du prophète fondateur Samuel Bileu Joseph Oshofa constituent les grands axes de la commémoration. Chers membres du comité technique, vous êtes le maillon opérationnel qui transformera notre vision en réalité concrète. Vous coordonnerez l'action des 9 commissions spécialisées et veillez à l'harmonie de l'ensemble. Le comité technique installé pour l'organisation du 40e anniversaire de souvenir de la vie du fondateur de l'Église du christianisme céleste comprend 9 commissions spécialisées. Retour à présent sur la célébration des 65 ans de l'indépendance du Bénin. Nos compatriotes béninois résidant à Dakar se sont aussi retrouvés pour célébrer l'événement. On fait le point avec Ariane Da Silva. Ils sont loin de leur patrie, mais profondément attachés à elle. Comme leurs compatriotes, les Béninois vivant au Sénégal ont aussi célébré les 65 ans d'indépendance du Bénin. Votre présence
prouve à suffisance votre attachement à votre patrie. C'est pourquoi il me plaît de me remémorer avec vous la signification profonde des couleurs de notre drapeau et les valeurs qu'elles incarnent et qui faisaient jadis la fierté de nos ancêtres. Cette fête nationale du Bénin au Sénégal est un symbole d'unité et de fraternité entre deux peuples. Le Bénin et le Sénégal, c'est le même peuple. Alors donc je pense que les Béninois sont chez eux et que je leur souhaite davantage de s'exprimer dans le bonheur et dans la joie dans leur pays. On n'est pas chez nous, mais on est en même temps chez nous. Et on se retrouve là ce soir entre nous, entre Béninois. Là présentement, on ne sait pas qui c'est qui est né au Sénégal, qui c'est qui vient du Bénin. On est tous pareils. On est tous unis aujourd'hui. Nous allons demander au Haut Conseil de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de compatriotes qui participent à cette fête. Effectivement, qu'il y a eu du monde, mais si tout le monde pouvait sortir, si on pouvait retrouver tous les Béninois ensemble, quand même, ça serait une grande joie. S'engager ensemble et accompagner la transformation du Bénin, c'est dans cette dynamique que s'inscrit désormais la section Sénégal du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Le Bénin est vraiment résolument sur la voie du progrès et du développement et donc d'accompagner ce mouvement qui se perd aujourd'hui. Cette transformation du Bénin que nous remarquons tous et donc d'être vraiment les avant-gardistes de ce changement profond dont nous avons besoin et qui fera vraiment le bonheur de tout un chacun. Le rendez-vous est pris pour l'édition 2026 de la Fête nationale du Bénin. Et parlons toujours de cette célébration, la Ligue littorale du sport pour tous a organisé la 4e édition de la randonnée nocturne de l'indépendance. Un rendez-vous festif et populaire placé sous le signe de l'unité et de la paix sociale. Reportage Blaise Adango. Dans une ambiance festive et rythmée par les cuivres de la fanfare, Cotonou a vibré aux couleurs de la 4e édition de la randonnée nocturne de l'indépendance. La randonnée nocturne de l'indépendance est devenue une habitude, sinon une activité traditionnelle pour la Ligue littorale du sport pour tous. Lampe en main et sourire au visage, les randonneurs prennent le départ depuis la place de l'Étoile Rouge. Pas de chronomètre, pas de podium à l'arrivée. Juste le plaisir de marcher ensemble dans une communion populaire à travers les grandes artères de la capitale économique. Nous avons quitté la place de l'Étoile Rouge pour le carrefour Cheminot. Du carrefour Cheminot, nous avons pris la voie qui mène vers le 3e pont. Nous avons pris le passage du pont pour atterrir sur Akpakpa, place Lénine. 12 km d'un parcours fluide, sans défi ni obstacle. Une balade urbaine nocturne où chacun avance à son rythme, dans un esprit de convivialité et de partage. Femmes, hommes, jeunes, enfants, tous unis autour d'un seul mot d'ordre, la célébration en mouvement. Le sport, c'est la vie, le sport, c'est la santé. Ça fait donc plusieurs objectifs ensemble. Merci pour la parfaite organisation. Et je suis venu vous soutenir, vous féliciter également, saluer les efforts de la Fédération de la Ligue, de la commune de Cotonou, pour cette façon que vous avez d'honorer notre département et notre pays. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'animation, beaucoup d'ambiance. Je crois qu'on a fait 12 km, mais on est revenu comme si on avait fait à peine 1 km. La ligne d'arrivée franchie dans la joie, les participants gardent le souvenir d'une nuit de fraternité. Une manière originale et engagée de dire bonne fête de l'indépendance au Bénin dans l'unité et le respect des valeurs sportives. Écho des guépards à présent. Abidjan, le dernier espoir des guépards dans un mois de septembre décisif. Le Bénin joue sa survie dans la course au Mondial 2026. 2 matchs, 2 finales, d'abord le Zimbabwe, puis le Lesotho. Les guépards n'ont plus le droit à l'erreur et il faut tout faire pour rester en vie dans les qualifications, ce qui fait monter déjà la pression à 1 mois de ces matchs. Vous nous dites Hugues Zinsouzono. C'est l'avant-dernier virage de l'espoir pour les guépards du Bénin. Et il se joue en septembre à Abidjan, le mois de tous les possibles, le mois où tout peut basculer. Le 5 septembre, premier choc, Bénin-Zimbabwe,
Une équipe rugueuse, difficile à manœuvrer, surtout dans les grands rendez-vous. Mais les Guépards enfin, fin de revanche, fin de qualification. 4 jours plus tard, le 9 septembre, le Lesotho. Un duel à ne pas prendre à la légère. 2 matchs, 2 finales, 2 opportunités pour ne pas tout gâcher. Car ensuite, ce sera le Rwanda puis le Nigeria. 2 déplacements, 2 montagnes à gravir. Mais d'abord Abidjan, c'est ici que le Bénin peut encore tout changer. La forme du moment comptera, les jambes, le mental, le collectif. Ces journées FIFA sont un tournant, un virage, peut-être le dernier, avant la ligne droite vers le mondial. Les Guépards n'ont plus le droit à l'erreur, le rêve passe par Abidjan et il commence maintenant. Et c'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. L'info revient ce soir sur Bénin TV à 20h et à 23h30. Quant à moi, je vous retrouve demain dès qu'il sonnera 13h. D'ici là, portez-vous bien.